Un unique missile, et c'est toute une région qui bascule dans l'isolement. En l'espace de quelques heures, la Russie a-t-elle vraiment redessiné la carte du monde moderne? Depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine martèle sa promesse, couper l'Ukraine de la mer Noire. Pourtant, ce qui s'est produit à Odessa dépasse toute anticipation. Des frappes chirurgicales ont, en un instant, plongé la région dans l'obscurité, rendant palpables les menaces brandies par Moscou. Les conséquences n'ont pas tardé. Les ports sont figés, les infrastructures vitales anéanties. Sur des routes entières, l'huile renversée paralyse la circulation, tandis que tous les ponts menant vers la mer sont désormais infranchissables. Odessa, cœur battant de la logistique ukrainienne, se retrouve brutalement étouffée. En frappant, la Russie n'a pas seulement visé des cibles matérielles, elle a bouleversé tout un équilibre régional. Fermer les yeux sur ces attaques, ce serait ignorer un séisme dont les ondes de choc atteindront l'économie mondiale, la sécurité alimentaire et la stabilité politique bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Comment une telle rupture a-t-elle pu se produire si rapidement? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir sur les heures qui ont précédé l'attaque et observer la stratégie russe se déployer. Rien n'a été laissé au hasard. Depuis bien des années, la mer Noire n'est pas qu'une frontière pour l'Ukraine. Elle incarne son souffle vital, la porte d'entrée et de sortie de presque toute sa richesse. Sans accès à ces eaux, Kiev se retrouve coupé du monde, privé d'un levier économique essentiel. L'économie ukrainienne repose sur l'exportation de céréales, d'huile de tournesol et de biens industriels. Ces marchandises, produites au cœur du pays, ne valent que parce qu'elles atteignent la mer Noire. Odessa, Mykolaïv, Tchornomorsk. Ces ports sont la promesse d'une connexion au marché mondial, irriguant l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique. Prenons l'exemple du blé ukrainien. Chaque année, des millions de tonnes quittent les silos d'Odessa pour alimenter les marchés européens et africains. En 2021, l'Ukraine représentait près de 10% du commerce mondial de blé. Lorsque ces exportations sont paralysées, c'est toute une chaîne alimentaire qui chancelle. On se souvient, lors de la crise alimentaire de 2022, de la flambée des prix du pain au Liban ou en Égypte, deux pays dépendant largement du blé ukrainien. Mais depuis plusieurs mois, les signaux d'alerte s'accumulent. La Russie multiplie avertissements, menaces et manœuvres navales. Chaque exercice militaire, chaque missile tiré sur les quais fragilise un peu plus un équilibre déjà précaire. Les exercices navals russes, par exemple, n'étaient pas de simples démonstrations de force. En février 2023, la flotte russe a bloqué temporairement les couloirs d'exportation, obligeant des dizaines de navires marchands à attendre en mer. Ces retards ont coûté des millions d'euros aux exportateurs et ont laissé pourrir des cargaisons entières de céréales sur les quais. La vulnérabilité logistique de Kyiv ne fait que croître. À chaque quai endommagé, chaque navire touché, les délais s'allongent, les prix montent et l'Ukraine se retrouve à la merci d'une asphyxie économique. Des stocks de blé s'entassent, des contrats internationaux chancellent, l'emploi disparaît dans les campagnes. Imaginons une coopérative agricole de la région de Dnipropetrovsk. Elle a récolté 100 000 tonnes de blé, prête à être expédiée vers l'Égypte. Mais le port d'Odessa étant bloqué, les silos débordent, la récolte se détériore et les agriculteurs font face à la faillite. Ce scénario s'est déjà produit dans le passé, notamment lors de la crise du canal de Suez en 1956, où des milliers de tonnes de marchandises sont restées bloquées des semaines durant. La menace dépasse les frontières ukrainiennes. L'Europe, dépendante du blé ukrainien, sent planer le spectre d'une insécurité alimentaire. Couper Kyiv de la mer, c'est risquer une crise continentale, un effet domino sur la stabilité de toute la région. Lors de la crise de la mer d'Azov en 2018, la Russie avait déjà bloqué l'accès de certains ports ukrainiens, provoquant une augmentation immédiate des prix du grain à travers l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, l'effet est démultiplié. Au-delà du blé, c'est toute la chaîne logistique qui vacille, du carburant à l'acier. Derrière missiles et navires, la véritable arme de Moscou, c'est sa capacité à remodeler l'espace géopolitique en quelques heures. Un port neutralisé et c'est un pays pris à la gorge. La Russie joue désormais la carte de l'étouffement ukrainien, imposant sa loi sur toute la mer Noire. Dans ce contexte, chaque frappe russe prend une dimension stratégique. Le blocus naval n'est plus une menace abstraite. Il bouleverse la vie de millions de personnes. Il n'a fallu qu'un seul assaut pour qu'Odessa bascule. D'un instant à l'autre, la ville s'est retrouvée coupée en deux, comme sectionnée par une main invisible. En moins d'une journée entière, des frappes russes méthodiques ont visé les principaux tankers et les infrastructures vitales du port ukrainien. Sur les réseaux sociaux, des images saisissantes circulent. Une mer d'huile noire s'étend sur plusieurs kilomètres, recouvrant routes et quais après l'explosion de plusieurs navires.
Le port, habituellement vibrant, a sombré dans la confusion. Les routes d'accès sont devenues inaccessibles. Des files de camions figés sur place, la circulation commerciale brutalement stoppée. Ce qui incarnait la puissance logistique de l'Ukraine s'est retrouvé paralysé en quelques heures. Le pont de Mayaki, artère cruciale entre les deux rives de la région, a été anéanti. Les maigres pontons de fortune, installés à la hâte, n'ont pas résisté. Ils se sont effondrés presque aussitôt, coupant encore davantage le territoire du reste du pays. Pour comprendre l'effet psychologique, rappelons-nous la destruction du pont de Mostar en Bosnie en 1993. Cet acte avait isolé des quartiers entiers, coupé les approvisionnements et symbolisé la fracture d'une nation. En Ukraine, l'effet est similaire. Non seulement les marchandises ne circulent sans plus, mais le moral des habitants s'effondre. Vladimir Poutine n'a pas laissé planer le doute. En direct, lors d'une conférence de presse, il a affiché une résolution implacable. L'objectif, dit-il, est d'étouffer l'Ukraine économiquement. Toute tentative de rétablir les routes maritimes sera, selon lui, vouée à l'échec. Aucune ouverture, aucune concession. La violence de ces attaques ne s'arrête pas à la destruction d'objectifs militaires. Elle pulvérise la chaîne logistique, bloque l'acheminement des biens essentiels, sème la peur au sein de la population locale. La stratégie dépasse la simple frappe. Elle vise à désorganiser, à paniquer, à isoler. Sous-estimer ce choc logistique, c'est ignorer le risque d'une succession de crises, tant économiques qu'humanitaires. La première onde n'est qu'un prélude. La secousse menace de s'étendre bien au-delà des frontières d'Odessa. Mais l'impact réel se joue sur le temps long. Quelles conséquences durables pour la région, pour l'Ukraine, pour l'Europe ? Face à ce bouleversement logistique, l'onde de choc commence seulement à se propager. Les prochains jours révéleront l'ampleur du désastre et la capacité de l'Ukraine à résister. Quand une région entière se retrouve prise au piège de la géopolitique, c'est exactement ce qui vient de frapper l'Ukraine, soudainement coupée de ses accès vitaux à la mer Noire. En l'espace de quelques heures, le pays s'est retrouvé encerclé, ses ports principaux paralysés ou sous la menace constante. Cet étranglement asphyxie l'économie ukrainienne. Les exportations de blé, d'acier, d'huile de tournesol, tout ce qui faisait vivre des millions de familles, sont quasiment stoppés. Et ce n'est pas qu'une tragédie locale. Le choc résonne jusque sur les marchés mondiaux. En Europe, la réaction est immédiate. Flambée des prix, crainte de rupture sur les produits de base. Supermarchés et entreprises, habitués à des chaînes logistiques sans accroc, découvrent soudain leur vulnérabilité. Ce choc, personne n'y échappe, ni les familles, ni les industriels. Prenons un exemple concret. En Allemagne, les producteurs de pâtes voient le prix de la farine grimper de 30% en une seule semaine. En France, plusieurs boulangeries doivent rationner la vente de pain, faute de farine importée d'Ukraine. Ces conséquences touchent directement le quotidien de millions d'Européens. Derrière ce séisme, la Russie affiche une supériorité stratégique glaçante. Elle ne frappe pas seulement militairement, elle tient désormais le robinet logistique régional. En imposant un blocus ou en ciblant les routes commerciales, Moscou montre qu'elle peut redessiner les règles du jeu à sa convenance. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que ce précédent ouvre la voie à d'autres crises du même genre. Demain, une autre région ou un autre pays, dépendant du commerce maritime ou d'un unique fournisseur, pourrait lui aussi se retrouver piégé. L'arme du blocus, du chantage logistique, devient centrale dans la boîte à outils géopolitique moderne. Rappelons-nous le blocus de Berlin en 1948. À l'époque, l'Union soviétique avait coupé toutes les routes terrestres vers Berlin-Ouest, forçant les Alliés à organiser un pont aérien massif. Ce blocus a duré 11 mois, mettant en péril la survie de 2 millions de Berlinois. Aujourd'hui, la Russie applique une version maritime de cette même stratégie. On assiste ainsi au retour du chantage énergétique et alimentaire comme levier diplomatique majeur. Couper un pays de son blé ou de son énergie n'est plus une fiction, c'est redevenu une réalité tangible. Pour les gouvernements, pour les entreprises, ce risque n'est plus une abstraction, il est immédiat. Ne pas anticiper ces nouveaux rapports de force, c'est exposer son économie et sa sécurité à l'instabilité, aux ruptures, à la dépendance. Cela peut signifier des usines à l'arrêt, des rayons vides, un pouvoir d'achat écrasé. Mais ce bouleversement ne se limite pas à l'Ukraine. Il annonce une ère où chaque pays côtier, chaque économie, doit repenser sa vulnérabilité. Jusqu'où cette nouvelle logique de confrontation peut-elle aller ? Face à la fermeture brutale des routes maritimes, que pouvons-nous faire, nous, citoyens, entreprises, décideurs ? La guerre ne se limite plus aux champs de bataille. Elle infiltre les ports, les cargos, jusque dans nos foyers.
Rester spectateur, c'est s'exposer à des secousses futures, plus violentes encore, plus coûteuses. La première urgence consiste à diversifier nos routes logistiques et nos sources d'approvisionnement. Ne jamais dépendre d'un seul axe, d'un unique port, d'un partenaire exclusif. C'est la seule façon d'éviter la paralysie. Penser dès maintenant à des itinéraires alternatifs, investir dans des infrastructures souples, c'est préparer notre capacité à résister aux prochains blocages. L'Union européenne a déjà tiré les leçons de la crise du gaz russe. Après l'arrêt brutal des livraisons en 2022, l'Allemagne et l'Italie ont investi dans de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié, multipliant par 2 leur capacité d'importation en moins de 2 ans. Cette diversification a permis de limiter l'impact d'un éventuel nouveau chantage énergétique. Mais diversifier ne suffit plus. Il faut investir massivement dans la résilience locale, surtout en renforçant la cybersécurité de nos ports et réseaux logistiques. Les attaques hybrides russes l'ont prouvé. Quelques frappes, une intrusion numérique, et c'est tout un pays qui chancelle. Protéger le numérique, c'est protéger le réel. Chaque entreprise, chaque collectivité doit anticiper ces menaces et bâtir des systèmes capables d'absorber les chocs. En 2017, le virus NotPetya, lancé depuis l'Ukraine, avait paralysé des milliers d'entreprises dans le monde entier, bloquant les ports de Rotterdam à Mumbai. Les pertes ont été estimées à plusieurs milliards d'euros. Depuis, les grandes compagnies maritimes investissent dans la cybersécurité, mais beaucoup de ports sont encore vulnérables. Pour les entreprises, comme pour chaque citoyen, il devient vital de suivre l'évolution du commerce maritime mondial. Saisir les signaux faibles, anticiper les ruptures, adapter ses stocks et ses habitudes de consommation, cette vigilance relève désormais de la survie économique et sociale. La guerre hybride impose une attention constante. Même loin des canons, nul n'est à l'abri. Nous devons apprendre à lire les tensions géopolitiques, détecter les failles de nos réseaux, ne jamais croire nos acquis éternels, car si nous restons passifs, nous subirons demain des crises plus brutales, dont le coût humain et financier dépassera de loin celui d'une adaptation précoce. Préparer la résilience aujourd'hui, c'est préserver la stabilité de demain. Mais comment concrètement s'organise cette nouvelle guerre hybride sur mer ? Regardons comment le conflit en mer Noire a bouleversé tous les équilibres. Aujourd'hui, une frontière invisible a basculé sous nos yeux. En quelques jours à peine, l'Ukraine s'est retrouvée coupée de la mer Noire, non plus en théorie, mais dans la réalité la plus concrète. Ce qui n'était qu'une ligne sur une carte est devenu une barrière insurmontable. Les ports se sont tus, les cargos restent à quai, et les routes sont saturées de marchandises immobilisées. Cet arrêt brutal signe l'imposition d'un nouvel ordre par la Russie. Ce n'est pas un épisode de guerre comme les autres. Vladimir Poutine déploie ici un arsenal inédit. Non seulement les missiles, mais la capacité de transformer l'équilibre d'une région entière, d'effacer en quelques heures l'accès vital d'un pays à la mer. L'arme la plus redoutable n'est plus seulement la force brute, mais la maîtrise des flux, l'art de changer la carte du monde en temps réel. Pour Kiev, c'est un désastre total. L'économie ukrainienne, déjà fragile, se retrouve privée de ses débouchés maritimes. Les exportations de céréales, d'acier ou d'huile de tournesol s'arrêtent net. Ce choc ne s'arrête pas aux frontières, il se diffuse à travers l'Europe, provoquant une onde de choc logistique et économique. La mer Noire est une artère vitale pour l'énergie comme pour l'alimentation. En coupant l'Ukraine de la mer, la Russie bouleverse la sécurité alimentaire de millions de personnes, fait grimper les prix et fragilise l'équilibre déjà précaire du continent. Ce que l'on croyait acquis, la stabilité des routes maritimes, apparaît soudain comme une faiblesse cruciale. Regardons un autre exemple historique. Lors de la guerre du Yom Kippour en 1973, le blocus du canal de Suez avait provoqué une flambée mondiale du prix du pétrole. Les files d'attente devant les stations-service en Europe étaient interminables. Aujourd'hui, un scénario similaire menace l'alimentation et l'industrie, si la mer Noire demeure fermée. Face à cela, un choix s'impose. Rester spectateur ou prendre conscience que la guerre, désormais, se joue aussi dans l'ombre. Logistique, pression hybride, domination des flux. Celui qui contrôle les ports contrôle demain. La ligne vient d'être franchie. Cette frontière n'était ni de béton ni de barbelé, elle est dessinée par la force et redéfinit tout l'espace géopolitique. Le monde vient de basculer et il nous appartient d'ouvrir les yeux ou de le subir en silence. Que faire maintenant, dans un contexte aussi tendu, pour éviter que l'histoire ne se répète ? Voici quelques pistes d'action concrètes, inspirées par des exemples récents et par l'expérience des grandes puissances. Premièrement, développer des stocks stratégiques.
Après la crise sanitaire de 2020, de nombreux pays européens ont augmenté leurs réserves de produits alimentaires, de médicaments et de carburant. La France, par exemple, a doublé ses réserves de blé en l'espace de 2 ans. Cette politique de stockage permet de tenir face à une rupture temporaire des flux. Deuxièmement, renforcer la coopération régionale. Face au blocus de Berlin, les Alliés ont mis en place un pont aérien international. De même, en 2022, la Pologne et la Roumanie ont ouvert leurs ports et leurs chemins de fer pour permettre à l'Ukraine d'exporter une partie de ses récoltes par voie terrestre et fluviale. Ces solutions alternatives sont lentes, coûteuses, mais elles sauvent des économies entières. Troisièmement, accélérer la digitalisation et la sécurisation des chaînes logistiques. Les ports intelligents, équipés de capteurs et de réseaux sécurisés, peuvent détecter plus rapidement les attaques ou les anomalies. Rotterdam, premier port d'Europe, investit chaque année des centaines de millions d'euros dans la cyberdéfense et la résilience de ses infrastructures. Cette modernisation réduit les temps de réaction face à une crise. Quatrièmement, sensibiliser et former tous les acteurs. Les entreprises, les administrations et même les citoyens doivent être initiés au risque de rupture logistique. Des exercices de simulation, comme ceux menés chaque année par l'OTAN, permettent de tester la réactivité des réseaux et d'identifier les points faibles. Enfin, encourager l'innovation locale. En Ukraine, face à l'effondrement des infrastructures portuaires, de petites start-up ont développé des solutions pour transporter les céréales par barge sur le Danube ou même par camion vers les ports baltes. Chaque innovation, même modeste, contribue à restaurer une partie des flux perdus. Dans ce nouveau monde, la vigilance et l'adaptation sont nos meilleures armes. L'histoire regorge d'exemples où des sociétés ont su rebondir face à l'adversité. Mais elle montre aussi que l'aveuglement et l'immobilisme conduisent de toujours à la défaite. La crise d'Odessa nous rappelle une vérité essentielle. Aucune frontière logistique n'est définitivement acquise. En un instant, l'équilibre peut basculer. Mais en préparant dès aujourd'hui notre résilience, en multipliant nos options et en veillant sur nos réseaux, nous pouvons transformer cette vulnérabilité en force. La question n'est donc plus de savoir si la carte du monde peut être redessinée du jour au lendemain, elle vient de l'être, mais de savoir comment, collectivement, nous pouvons éviter d'en être les prochaines victimes. Ne restons pas figés face à la peur. Agissons, innovons et transformons chaque crise en opportunité de renforcer notre liberté et notre sécurité.